Est-ce que le but de la médecine du XXIe siècle, c'est d'avoir des personnes âgées dans les EHPAD avec plus de monde pour torcher les vieux alzheimeriens, ou est-ce que c'est de mettre au point des technologies pour éviter d'être alzheimerien? Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers, le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Salut à tous, c'est Valran pour Le Crayon. On se retrouve pour une nouvelle interview, un nouveau format d'œil pour œil, notre format d'interview débat où on rentre en contradiction avec les idées de nos invités. Je suis aujourd'hui avec le docteur Laurent Alexandre. Bonjour docteur, bonjour Laurent Alexandre. Bonjour. Vous êtes essayiste, entrepreneur et du coup évidemment docteur et chirurgien. Ma première question, elle est tirée d'une interview que vous aviez faite pour le Livre Noir, la chaîne YouTube. Vous avez parlé du fait que Macron ferait très probablement un deuxième mandat et que vous verriez peut-être, je ne sais pas, Marion Maréchal Le Pen ou Marine Le Pen après, derrière. On sait que vous êtes libéral, que ce soit sur le plan économique ou sur les mœurs, vous le revendiquez beaucoup. Pourtant, une grande partie de l'électorat de droite vous suit. Est-ce que du coup, vous verriez personnellement pouvoir faire ce pas de Emmanuel Macron et de la Macronie jusqu'à, par exemple, Marion Maréchal Le Pen? Ah, en aucun cas. Moi, je suis un libéral. Je suis un libéral sur le plan économique, je suis un libéral en matière politique, et puis je suis un libéral en matière de mœurs. Donc, la droite catho, anti-mariage gay, anti-PMA, anti-GPA, que représente une partie de LR avec Bellamy, même si Bellamy est un type formidable, et puis Marion Maréchal est à l'opposé de mes valeurs. Et de surcroît, je ne crois pas qu'il y ait une niche écologique pour Marion Maréchal Le Pen, parce qu'elle est trop conservatrice. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout en phase avec les mœurs de la société française. Même au RN aujourd'hui, il y a une majorité de gens qui sont favorables au mariage gay et à la PMA pour tous. Donc les positions de la droite catholique versaillaise, modèle 1870, n'a pas d'avenir. En revanche, le RN, qui est plus libéral en matière de mœurs que cette droite un peu intransigeante, pourrait arriver au pouvoir en 2027 et Bardella pourrait être élu en 2027 sur la ligne actuelle, qui est une ligne dirigiste en économie et libérale en matière de mœurs. Parce que justement, ce changement-là, nous on le voit aussi beaucoup avec nos générations, de plus en plus de jeunes s'identifient à la droite ou à l'extrême droite, tout en n'ayant absolument pas justement ce biais autour des mœurs et autour de la société, que ce soit le mariage pour tous. La GPA et la PMA, ça pose d'autres questions que la simple acceptation individuelle. Mais aussi, on peut le voir sur la musique, beaucoup d'adultes à la droite ou à l'extrême droite critiquent le rap, alors que beaucoup de jeunes en écoutent. Est-ce que du coup, il va y avoir un renouvellement? Et comment, du coup, faire cohabiter ces générations à droite ou à gauche même, mais qui du coup vont de moins en moins avoir en fait de programmes même politiques en commun? Oui, enfin là tu parles de la jeunesse de droite, mais cette jeunesse de droite là dont on parle, elle représente démographiquement un faible courant du fait du grand remplacement démographique, c'est-à-dire du changement radical de la structure démographique de la France. En réalité, la jeunesse... Il y a un grand remplacement en France? Bien sûr qu'il y a un grand remplacement démographique. Il n'y a pas un complot mondial pour organiser un changement démographique, mais il y a un changement démographique que l'on voit tous les jours. La France devient, en un siècle, café au lait, elle est multiethnique, multiculturelle, multiraciale. Il y a un changement radical. Donc, la droite dont tu me parles là, c'est la droite des bobos blancs. Ce n'est pas la France de demain, c'est la France d'hier. C'est ce qu'il reste de la France d'hier avant le changement démographique que nous sommes en train de connaître et qui est le changement démographique le plus important dans l'Hexagone depuis l'arrivée des agriculteurs en 5500 avant Jésus-Christ. Et vous êtes pour ce changement démographique, du coup, en tant que libéral, vous laissez du coup le marché, y compris démographique, se faire? Non, moi je suis pro-border. Je pense qu'aujourd'hui, il faut assimiler les populations qui sont rentrées sur l'Hexagone depuis 1945. Et je pense qu'il serait raisonnable
d'avoir une stratégie d'assimilation, d'intégration. Moi, personnellement, je ne suis pas un communautariste. Donc, mon modèle, ça n'est ni le Liban, ni l'Afrique du Sud. Mon modèle, c'est un modèle assimilationniste, intégrationniste. Ce qui s'est passé entre les populations franques et les populations gallo-romaines, entre 407 après Jésus-Christ et puis l'époque carolingienne, hein, qui a été lente. Hein. Les Français ne réalisent pas que Charlemagne était encore germanophone de langue maternelle, alors que Charlemagne est né 350 ans après l'arrivée des populations germaniques sur le sol gallo-romain. Oui, mais du coup, cette assimilation, beaucoup estiment qu'elle est en train d'échouer pour une majorité de concitoyens. Et pourtant, beaucoup de concitoyens d'origine étrangère ou d'origine immigrée s'intègrent également bien dans la société, sans pour autant parfois reprendre ces traditions françaises, qu'elles soient soit ancestrales, soit même plus récentes, d'un siècle ou de quelques dizaines d'années. Est-ce que du coup, il y a aussi une partie des gens qui se sont très bien intégrés sans s'être assimilés? Comment vous portez un regard là-dessus? Étant de tradition française et compte tenu de ma propre histoire familiale, je suis attaché au modèle assimilationniste. Hein. Une partie de ma famille vient d'Europe de l'Est et elle s'est totalement assimilée, totalement intégrée. Et donc moi, je suis assez opposé au modèle communautariste et je suis favorable au creuset, au melting pot, et non pas au fantasme communautariste américain, qui est celui de certains, mais qui correspond pas à mes valeurs. Mais mes valeurs, bien sûr, viennent de mon histoire personnelle, qui est une histoire assimilationniste. En parlant de votre histoire personnelle, vous avez fondé Doctissimo, la célébrissime en France plateforme d'information médicale, qui a été plébiscité évidemment pour son innovation, mais en même temps très crainte et en même temps très douté pour parfois la non-véracité ou parfois la peur que provoquait ce site sur les gens qui regardaient du coup en fonction de leur maladie ou de leurs symptômes. Comment vous percevez justement cette ambivalence entre la qualité de ce que ça apporte en termes d'information et en même temps le risque que ça peut comporter de la paranoïa qui vient après le fait de regarder le pire scénario en fonction d'un symptôme? Pour devenir hypocondriaque, on n'a pas attendu Doctissimo. C'est vrai. En 1950, les gens qui lisaient le Larousse médical papier se trouvaient 3 maladies par page du Larousse médical. Donc je ne crois pas qu'on puisse m'imputer la crise d'hypocondrie de la jeunesse française de 2021. Bien sûr, mais comment du coup vous voyez justement la technologie à grande échelle dans ces choses-là médicales? Effectivement, il y avait le Larousse, je n'avais pas ça en tête, qui provoquait probablement cette paranoïa à l'époque. Mais du coup, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec le fait qu'on est surinformé, qu'on est à 2 clics de beaucoup d'informations, comment justement, et même au-delà de Doctissimo, on peut réussir à trier ce qu'on va appeler communément les fake news, ou du moins les... C'est très difficile, mais c'est pas Doctissimo qui a lancé la vague charlatanesque que nous connaissons aujourd'hui. C'est pas Doctissimo qui a menti en français en leur faisant croire que la chloroquine était un remède miracle. C'est pas Doctissimo qui a promu l'ivermectine, là encore en faisant croire aux Français que c'était un traitement magnifique et qu'il y avait un complot mondial pour cacher aux Français qu'il existait des traitements contre le Covid. C'est pas Doctissimo. Donc la vague complotiste, la vague anti-vax, la vague délirante, elle a été développée par des médecins dont on connaît les noms et d'ailleurs dont certains sont accusés de charlatanisme par l'ordre des médecins. C'est pas Doctissimo qui en est responsable. Hein. Donc j'ai vendu Doctissimo, je n'en suis plus le propriétaire. C'est aujourd'hui TF1 qui possède Doctissimo. Mais franchement, cette e-santé, ce n'est pas elle qui a entraîné la vague incroyable de fake news médicales entre les délirants qui racontent qu'il y a des puces 5G électroniques dans le vaccin qui vont dans le cerveau de manière à ce que Bill Gates nous contrôle, etc. Bill Gates n'est pas là pour nous contrôler. Etc. Je pense qu'il faut vraiment être complètement con et délirant pour imaginer que Bill Gates met des puces électroniques dans les vaccins. Oui, je pense qu'il faut être très
Très malade, oui. Et pour revenir 2 secondes sur cette histoire de, du coup, de Doctissimo et de e-médecine, comme vous décrivez, comment on est censé se positionner justement et comment vous, en tant que du coup expert de ce domaine-là, vous pensez qu'on peut faire évoluer justement cette e-médecine et permettre d'avoir des systèmes généralisés d'information autour de choses aussi importantes que notre santé? La e-santé va se développer obligatoirement. Pour une raison très simple, c'est que le cerveau humain n'est pas capable d'interpréter les milliards de données que la médecine moderne, notamment la médecine prédictive génétique, génère. Le séquençage ADN d'un seul malade, c'est 20 000 milliards d'informations. Comment un cerveau humain, comment le cerveau d'un médecin pourrait, dans une consultation d'un quart d'heure, traiter 20 000 milliards d'informations? C'est impossible. Donc la e-santé va se développer via l'intelligence artificielle dans les décennies et les siècles qui viennent, et le médecin va s'appuyer de plus en plus sur des systèmes experts pour traiter des informations trop complexes. Il y a dans notre organisme plus de 200 000 protéines. Demain, il va falloir croiser le taux de ces 200 000 protéines avec les milliards d'informations de notre séquençage ADN. Et je ne parle même pas de l'épigénome, c'est-à-dire des marques qui sont sur notre ADN et qui modifient notre comportement médical. Traiter ces informations-là est illusoire. Donc l'intelligence artificielle et la e-santé vont devenir obligatoires pour pouvoir faire émerger une médecine prédictive, personnalisée, individuelle, individualisée en fonction de nos caractéristiques, notamment génétiques personnelles. Donc nous ne sommes qu'au tout début de la e-santé. C'est une aventure passionnante qui va profondément modifier le statut des médecins. Et comme je l'ai très très souvent écrit, si mes confrères ne font pas attention, dans 20 ans, dans 30 ans, ils signeront des ordonnances qui auront été écrites par Google, Facebook ou les autres géants de l'intelligence artificielle de la Silicon Valley. Le retard que mes confrères ont pris dans la compréhension de la révolution de l'intelligence artificielle et des GAFA, des géants de l'intelligence artificielle, est inquiétante. On voit bien que Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft sont très impliqués dans la santé et vont remplir un rôle de plus en plus important dans la santé de nos compatriotes dans les décennies qui viennent. C'est pas dangereux? Ça ne devrait pas nous faire peur que justement les plus grosses entreprises que vaut-il mieux contrôlent la santé? Que vaut-il mieux que Google guérisse ton enfant leucémique avec 99% de chance, ou que un médecin sans Google donne à ton gamin 70% de chance de survie? Il vaut bien évidemment mieux que, grâce à l'intelligence artificielle, on donne une quasi-certitude de guérison à tes enfants quand ils sont malades. Donc la question ne se posera même pas. Mais du coup, toutes ces considérations que vous avez sur le monde de la médecine, que vous connaissez bien, que vous maîtrisez, c'est souvent un de vos arguments principaux aussi pour défendre votre libéralisme, notamment du point de vue de la technologie, du fait qu'on peut dire que vous êtes un peu pro-technologie. Parce que vous dites notamment oui, ça, je suis pro-technologie, ça on peut difficilement dire le contraire, oui. Et vous dites notamment, et je reprends d'une interview, hein, évidemment, que vous aviez donnée à Thinkerview notamment, que la technologie médicale est incontestablement une avancée positive pour l'humanité. On avait reçu au crayon Anne-Sophie Pelletier, qui est une députée de la France Insoumise au Parlement européen, qui nous disait que la technologie était certes très efficace et permettait énormément de choses positives, mais que pour l'instant, elle ne remplaçait absolument pas un manque cruel de personnel dans plein d'institutions médicales, notamment les EHPAD. Est-ce qu'il y a une responsabilité de l'État? En partie. Mais il y a aussi une responsabilité des groupes privés à but lucratif. Est-ce que c'est des logiques qui s'opposent, la technologie ou le personnel? Est-ce que du coup... Mais est-ce que le but de la médecine du XXIe siècle, c'est d'avoir des personnes âgées dans les EHPAD avec plus de monde pour torcher les vieux alzheimeriens, ou est-ce que c'est de mettre au point des technologies pour éviter d'être alzheimerien? Ce débat sur la technologie, il est surréaliste. À en croire la France insoumise, l'avenir des personnes âgées dépendantes, dont je ferai partie vu mon âge, puisque je rentre à l'âge de l'Alzheimer tout doucement, l'avenir de la prise en charge des alzheimeriens, c'est d'avoir plus de gens pour torcher les vieux. Non! L'avenir de la prise en charge des vieux, elle est technologique. C'est d'éviter d'avoir un Alzheimer. C'est pas d'être mieux torché avec plus de monde dans les EHPAD. Et la vision antitechnologique de la France insoumise, elle est incroyable.
Mélenchon était l'homme politique qui aimait le plus la science et la technologie, pro-nucléaire, pro-génétique, pro-espace, etc. Pourquoi ça a changé? Mélenchon était un type incroyable, c'était le plus technophile de tous les politiciens. Et pour faire plaisir à l'aile gauche de son parti, il est devenu islamo-gauchiste en cachant qu'il est athée, et franc-mac. Et puis, il est devenu technophobe, anti-OGM, anti-5G. Il a demandé un moratoire sur la 5G, anti-technologie moderne. C'est incroyable. Mélenchon, qui était un athée technophile, est devenu un islamo-gauchiste technophobe qui fantasme sur un monde anti-technologique à la Game of Thrones. C'est absolument incroyable. Mais je comprends très bien, mais on peut voir aussi que des scientifiques chevronnés font aussi ce pas de l'écologie entre guillemets, au détriment de la science. On peut voir notamment que Cédric Villani s'est beaucoup investi sur des causes écologistes et on ne va pas taxer Cédric Villani de ne pas croire en la science. Donc au final, Cédric Villani, pour des raisons électoralistes, est devenu anti-science, a demandé un moratoire, là encore, sur la 5G. Une partie... Vous ne recevez pas leurs critiques aussi sur les dangers écologiques? Ah mais j'entends très très bien la critique, je dis juste une chose, si on veut que nos petits-enfants parlent mandarin en première langue et français en option langue régionale, continuons à prendre du retard sur la zone Asie-Pacifique. C'est-à-dire, continuons à cracher sur la science, à faire des moratoires sur la 5G comme Cédric Villani l'a proposé au moment où la Chine est en train de lancer la 6G. Continuons. Si l'on veut que nos enfants disent oui notre bon maître aux Chinois, et en mandarin en plus, dans 50 ou dans 100 ans, continuons. Nous allons devenir le Zimbabwe de 2080 si nous continuons à refuser la science et la technologie. Les gens, comme Cédric Villani, portent une responsabilité effroyable dans le déclin de la France, pour des raisons électoralistes, et pour faire plaisir aux ayatollahs verts, aux Khmers verts, pour avoir quelques voix dans la jeunesse verte et chez les amoureux de Greta Thunberg, ils ont abandonné le débat scientifique, le combat scientifique. Or aujourd'hui, le problème, il est existentiel. L'Europe est en train de couler. Nous sommes en train de crever technologiquement. Nous prenons chaque jour un retard effroyable. Et si nous continuons, eh bien, moi, mes enfants, je vais les envoyer hors d'Europe parce que l'Europe est condamnée au déclin et à la vassalisation et à la marginalisation. Mais ces écologistes dont on parle, ils sont généralement, et vous les taxez même, et beaucoup de la classe politique les taxe, de mondialistes, de gens qui veulent raisonner comme un village global à l'échelle de la planète. Vous, pourtant, en tant que libéral libertaire, ça devrait être une vision que vous... Mais moi, je ne suis pas un niais. Quel est votre rapport à la souveraineté? Moi, j'ai bien compris ce qu'est la réelle politique, la politique de la réalité. L'homme est agressif, il est expansionniste. Il y a une seule zone sur Terre où on l'a oublié, c'est l'Union européenne, qui est faite de bisounours. Je ne crois pas que le monde de demain sera ce que les bisounours verts croient. Si l'Europe continue à écouter la dérive des écologistes bisounours, nos enfants vont le payer très 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 cher. Mais ces écologistes bisounours, pour reprendre votre terme, est-ce qu'ils ne sont pas justement en train de nous prévenir que peut-être que la Chine ne nous écoute pas sur ces questions-là ou n'écoute pas Greta Thunberg sur ces questions-là, mais est-ce que la Chine va du coup mener à notre perte climatique et écologique? Pour l'instant, ce qui va nous mener à notre perte, pour ce qui concerne les Français, c'est le refus du nucléaire. J'habite en Belgique. Pour faire plaisir aux écologistes, on est en train de fermer toutes les centrales nucléaires qui émettent 4 grammes de CO2 par kilowattheure et on les remplace par des centrales à gaz qui émettent 420 grammes de CO2 par kilowattheure. Pour faire plaisir aux écologistes, on est en train de multiplier par 100 les émissions de CO2, de gaz à effet de serre. Mais tous les écologistes sont pas comme ça. Jancovici défend le nucléaire. Enfin, Jancovici n'est pas ma tasse de thé. Certes, il est pro-nucléaire, mais quand il a, dans une interview récente à Socialterre, dit que la solution la plus rapide sur le plan écologique pour la France, c'est d'arrêter de soigner les personnes âgées très malades, j'ai du mal à le suivre parce que je ne suis pas d'accord avec l'euthanasie écologique. Non, je ne suis pas d'accord qu'il faut laisser nos vieux parents très malades mourir pour diminuer le CO2. Non, non, non et non. Donc cette vision écologiste, en réalité, elle est anti-humaniste. Et Jancovici a lâché le morceau. Mais Laurent Alexandre, qu'est-ce qui nous sauvera de la catastrophe climatique qui nous guette? Qu'est-ce qui nous sauvera? C'est la technologie? C'est la souveraineté française? Ce qui va nous sauver, c'est comme d'habitude la technologie. Qu'est-ce qui a réglé le problème du Covid? C'est des incantations et des prières? Non, c'est les vaccins ARN messagers.
Et ça a été très vite, parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, bien sûr que je suis vacciné, je me suis battu pour être vacciné parmi les premiers, et sans passe-droit, puisque je suis inscrit à l'ordre des médecins, donc j'avais le droit d'être vacciné prioritairement. En quelques mois, on a mis en place le traitement, qui est un traitement révolutionnaire, et cette technologie de l'ARN messager va avoir des conséquences dans les maladies génétiques, mais aussi en cancérologie extraordinaire dans les décennies qui viennent. C'est un grand exploit, c'est un exploit technologique. Hein. Si on écoutait les écologistes et les gens comme Rivasi, qui est anti-vaccin, qui est la numéro 2 au Parlement européen d'Europe Écologie, eh bien, on ne développerait pas la vaccination. Mais j'ai une déformation de médecin. C'est-à-dire, je vois comment on vivait en 1750. L'espérance de vie à Paris était de 27 ans. Ce n'est pas pour moi un modèle. Je pense que la technologie nous a fait faire un grand bond en avant. Et comme je le dis souvent, aucun d'entre nous ne supporterait la vie qu'a eue Louis XIV. Juste un détail, Louis XIV a perdu sa dernière dent à 42 ans. Je pense que les progrès de la dentisterie sont quand même un avantage pour les jeunes générations. En tout cas pour nous deux. Et alors, nous, on a fait un débat entre un climato-sceptique, réellement, qui s'appelle Benoît Rito, qui est président de l'association des climato-réalistes, et Camille Etienne, une militante écologiste assez connue et assez suivie, notamment chez la jeunesse. Et on nous a beaucoup reproché d'une certaine manière, mettre au même niveau, même si ce n'était pas forcément notre intention, un climato-sceptique et une climato-convaincue. Quel est, vous, votre regard du coup sur ce que nous on a fait, c'est-à-dire cette tentative de débat, et qu'est-ce que vous répondez ou qu'est-ce que vous pensez de ceux qui vous accusent d'être dangereux justement sur une forme de relativisme du climat? Je suis pour qu'on stabilise très vite les émissions de CO2. C'est pour ça que je suis pro-nucléaire et que je suis révolté par la stratégie anti-nucléaire des écologistes qui conduit à aggraver le réchauffement climatique. Parce que la réalité de l'écologie française, c'est qu'elle aggrave le réchauffement climatique. La fermeture de Fessenheim, c'est plus de CO2, plus de réchauffement climatique. Donc je suis pour une taxe sur le CO2, je suis pour développer des filières de production qui émettent peu de gaz à effet de serre. Donc je suis pour utiliser toutes les technologies, mais aussi technologies fiscales, comme la taxe sur le CO2, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Je n'ai jamais été climato-sceptique. Je suis pour une augmentation de la taxe sur le pétrole et sur le charbon, indépendamment des taxes CO2. Donc je n'ai jamais été climato-sceptique. Je pense qu'on va trouver des solutions dans les décennies qui viennent, par géo-ingénierie, parce que l'énergie de fusion va arriver et qui va remplacer l'énergie nucléaire de fission, pas tout de suite, mais entre 2045 et 2080. Donc je ne suis pas très inquiet. Je pense qu'on va trouver des solutions. Je rappellerai juste un chiffre. Les écologistes disent qu'à cause du réchauffement climatique, on a une explosion des catastrophes naturelles. Depuis 1931, le nombre de morts sur Terre à cause des catastrophes naturelles a été divisé par 100. Le dernier volet que j'avais envie d'aborder avec vous, c'était le concept d'Homo Deus, que Yuval Noah Harari a beaucoup traité. Il a même fait un livre entier sur le sujet. Et c'est hyper intéressant, je trouve, parce que c'est une des vraies thématiques, je trouve, de notre diminution, on va dire, du rapport à la religion dans les sociétés occidentales. C'est le fait de créer une forme de nouveau type de religion, un nouveau type de croyance, qui est peut-être la croyance en l'homme, et que cette croyance en l'homme nous fait parfois devenir des espèces de dieux, soit en manipulant la technologie, pour prendre l'exemple de ce que vous défendez, mais aussi en manipulant et les foules et les idéologies. Quel est ce rapport du coup à l'homme-dieu, et quel est le plus grand risque et en même temps le plus grand espoir que ça peut apporter à notre siècle? C'est ni espoir ni crainte, c'est notre destin. Ce sont les années 40 qui ont créé Homo Deus. Dans les années 40, on a inventé les technologies spatiales, le V1, le V2. On a inventé les technologies atomiques, avec les premiers réacteurs et puis la bombe atomique. On a découvert l'ADN en 1944, même si sa structure a été inventée au début des années 50 par Watson et Crick. On a donc inventé l'électronique. Ce sont les années 40 qui ont construit Homo Deus. Et l'élément le plus important, c'est manifestement l'invention du transistor électronique. On met aujourd'hui
jusqu'à 55 milliards de transistors sur une seule puce électronique, gravée de plus en plus petite, et les premières gravures expérimentales à 2 nanomètres, 2 milliardièmes de mètre, viennent d'être produites par IBM la semaine dernière. Donc, Homo Deus est là. On ne peut pas arrêter Homo Deus. Il n'y aura pas de moratoire. Il n'y aura pas d'arrêt. C'est notre destin. Qu'allons-nous en faire? C'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on devrait en faire? Qu'allons-nous en faire? Non, mais devrait n'a pas beaucoup de sens, parce que chaque individu a des normes morales différentes. Oui, mais quelles sont les vôtres? Et donc, on s'en tamponne. Alors vraiment, ce que je pense n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est ce que globalement nos sociétés vont en faire de ce pouvoir démiurgique. Ce que moi, en tant qu'individu vieillissant, à 15 ans de rentrer dans une maison pour personnes âgées dépendantes, franchement, n'a pas beaucoup d'intérêt. En revanche, qu'est-ce que la société va faire d'Homo Deus? Comment la géopolitique va façonner Homo Deus, réguler Homo Deus? C'est une grande question. Alors, moi, j'ai des bribes de réponse, hein, mais le sujet on est en plein brouillard technologique, évidemment. Et du coup, votre rapport au... Moi, c'était la conclusion de mon dernier bouquin, Jouissez jeunesse. Je disais à la jeunesse, arrêtez de suivre Greta Thunberg qui va vous faire vous flinguer, et assumez le fait que nous devenons Homo Deus. Et organiser la mutation entre l'homme 1.0 que nous quittons et l'homme 2.0, l'homme Dieu que nous sommes en train de devenir du fait de nos pouvoirs démiurgiques. Et c'est une transition qui va prendre des décennies, qui va être compliquée. On va faire des conneries. Essayons d'en faire le moins possible. Laurent Alexandre, je vais vous poser 2 questions avant de terminer cet entretien. Qui vous aimeriez voir dans ce type d'entretien, dans ce format œil pour œil, à votre place, pour un invité futur du Crayon? Qui ça vous intéresserait d'écouter? Peut-être qu'on n'entend pas assez d'ailleurs. Des vivants ou des morts? Plutôt des vivants. Les morts, on va avoir du mal à les faire venir. Des morts, je dirais Jacques Monod et Raymond Aron. Mais je suis un fan de ces deux-là. Parmi les vivants, Clément Vidal. Ok. Le grand spécialiste de l'histoire de l'univers sur longue période, qui est un philosophe français qui vit à Bruxelles. C'est très bien. Je vais essayer d'en trouver un deuxième quand même. Michel Lévy-Provençal. Michel Lévy-Provençal, c'est noté. Ça nous fait des très bonnes idées pour des futures interviews. Et qu'est-ce que vous évoque la phrase « trace tes contours » ? C'est le slogan du média. Je me sens pas très concerné parce que j'ai pas beaucoup de contours. Je suis un petit peu diffluent, je suis un petit peu foufou. Et donc, je n'ai pas une notion très claire de mes propres contours. Ok. Merci beaucoup, Dr Laurent Alexandre. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous et j'espère que ça aura intéressé ceux qui nous regardent. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo, à poser également vos questions en commentaire. C'était Valorant pour le Crayon. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Œil pour Œil. Ciao.